C'est d'une jeune femme qui s'appelle Sokaina. Elle a 24 ans. Elle se trouve en état de mort cérébrale après avoir été touchée chez elle à Marseille par une rafale de Kalachnikov. Elle était dans son appartement. On voit bien que pour l'instant, quels que soient les moyens engagés, le gouvernement n'arrive pas à stopper cette spirale de violence liée dans pratiquement 100% des cas à la drogue. Alors au-delà des yakas, des faucons, des fausses baguettes magiques qui ne font rien avancer, qu'est-ce que vous feriez si vous étiez au pouvoir pour régler ce problème? Alors, permettez-moi de rappeler d'ailleurs que ce drame se fait à la suite de la mort du petit garçon de 10 ans. Vous vous en souvenez, on apprend cette nuit qu'il y a encore eu manifestement un homme de qui a 55 été ans, tué également. On se rappelle de ce jeune homme de 18 ans. Alors, nous ne sommes peut-être pas encore au niveau de l'Amérique latine, mais en tout cas, nous en prenons manifestement la trajectoire. Alors, il n'y a pas de yaka faucon, il y a des vraies choses concrètes qui peuvent être mises en place et qui aujourd'hui ne sont pas véritablement proposées. Eh bien, la première chose, déjà, c'est l'adaptation de la législation. On devrait aujourd'hui taper beaucoup plus durement, permettez-moi ce terme, l'argent et les biens des gros trafiquants sur le modèle adapté, bien sûr, des lois antimafia italiennes. Les gros trafiquants sont souvent à l'étranger. Exactement, des lois antimafia italiennes, en effet, au Maroc et à Dubaï, ce qui veut dire que nous avons aussi besoin d'avoir un travail international qui n'est pas aujourd'hui à la hauteur. On a besoin d'avoir des outils aussi qui sont plus évolués et adaptés. Je pense notamment à l'encadrement des écoutes, aujourd'hui, qui ne permet pas véritablement aux enquêteurs d'avoir les mains libres. Vous dites que la police n'a pas assez de moyens et de moyens technologiques du terrorisme, bien sûr. Donc ça joue énormément. Il y a aussi toujours, parce que ça c'est une réponse structurelle, la pertinence de la réponse pénale. Et là se pose la question de savoir où sont les fameuses 10 000 places de prison promises. On est quand même très loin du compte, malgré quelques-unes qui ont été construites. Elles sont en construction. On devrait se proposer, je crois, aujourd'hui la question de la présence et de l'existence du juge d'application des peines, qui existe en France, mais qui n'existe pas dans d'autres pays. Bref, il y a beaucoup de choses à dire. Le budget de la justice a augmenté comme jamais ces dernières années. Oui, d'accord, mais en l'occurrence, nous n'avons toujours pas suffisamment de places de prison. Nous avons toujours un juge d'application des peines qui, à chaque peine, s'évertue à faire sortir plus tôt ceux qui ont été condamnés. Et puis, j'ajouterais, j'en terminerai par là, même si ça n'épuise pas le sujet, qu'il y a aujourd'hui la question du poids et de l'immigration dans le développement de la criminalité. Le ministre de l'Intérieur lui-même l'a reconnu chez vous. Il y a une part de responsabilité de l'immigration clandestine, et notamment des mineurs isolés, dans ce circuit du trafic de drogue. Donc à un moment donné aussi... c'est pas clé dans les trafics de drogue, notamment dans les cités de Marseille, alors, etc. C'est clé de manière structurelle, peut-être pas sur les drames dont vous parlez, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que si nous n'apportons pas aussi une réponse sur cette question de l'immigration clandestine et sur cette question des mineurs isolés et de l'application réelle un peu commode, des l'immigration, OQTF, parce que regardez, pendant les émeutes au mois de juin, c'est l'une des réponses. Voilà, on a beaucoup dit, y compris et surtout dans votre famille politique, c'est un problème, ce sont les étrangers, etc. Il y a un rapport qui est sorti, qui a été publié, qui dit, non, c'est pas vrai en fait. C'est une majorité, 79% des personnes interpellées Vous étaient parlez des sur les Français. émeutes Ouais. Ah, pardonnez-moi, mais il y a aussi un rapport de préfecture de police qui est sorti et qui a été émis notamment à l'occasion de la commission d'enquête, qui révèle qu'une très large majorité, alors déjà ce sont des gens de 18-24 ans, contrairement à ce qui a pu être dit, ce ne sont pas majoritairement des mineurs, mais aussi le rapport de Français, dont le rapport de préfecture d'origine étrangère, mais de première ou troisième génération. Le rapport de préfecture qui dit une majorité sont en effet de nationalité française, mais issus de l'immigration maghrébine ou d'Afrique subsaharienne pour l'essentiel d'entre eux. Oui, mais donc ça veut dire quoi? Pardon, ça veut dire qu'aujourd'hui... Vous revenez sur la nationalité de gens qui l'ont eu? Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a eu un octroi de la nationalité complètement abusif ces dernières années, qui veut dire qu'aujourd'hui, y compris des personnes qui ont la nationalité française, en réalité, y compris depuis deux générations, ne sont pas des personnes, y compris parfois depuis 2 ou 3 générations, en effet, et vous reviendriez sur ces nationalités? Personnes de cœur, attendez, laissez-moi finir, qui ne sont pas des personnes de cœur intégrées, assimilées de fait. Il y a même un phénomène, j'ai envie de vous dire, de désassimilation. Parfois, on a une première génération qui travaillait, qui a été assimilée, dont les enfants se désassimilent et sont dans un rapport communautaire. Mais attendez, juste pour comprendre. Non, mais c'est la question que vous voulez me poser. Moi, je ne veux évidemment pas revenir sur la remise en cause de la nationalité. Mais donc, c'est une fausse solution à un vrai problème. Non, pardon. En revanche, je crois qu'il y a aujourd'hui une exigence beaucoup plus forte à avoir sur non seulement le respect de la loi, sur le rapport et l'exigence du travail, qui est un premier chemin évidemment vers l'intégration, parce qu'aujourd'hui, on voit bien qu'on a fabriqué toute une génération de gens qui ont la nationalité, mais qui ne sont pas intégrés. Donc, je veux dire, je ne veux pas qu'on accepte cette espèce de pirouette qui consiste à dire « Ah, ce sont des Français, donc ça n'a à voir avec l'immigration ». Si ce sont des Français de 2e ou 3e génération qui sont le produit de l'immigration et dont on voit aujourd'hui... Non, mais un Français deuxième. Moi, je m'appelle Soto, j'ai un grand-père qui était d'origine espagnole. Si je fais une connerie, est-ce que vous me renvoyez en Espagne? Non, mais évidemment que si vous avez la nationalité, vous savez, il y a des règles juridiques dans notre pays. On a un état de droit, donc on ne va pas de manière aléatoire, dire que tel ou Français ou tel Français, c'est la même pour à partir du moment où il a la nationalité française, il ne peut pas être traité comme un étranger, ce qui est logique. En revanche, il peut y avoir des cas de déchéance de nationalité, mais qui sont très encadrés pour des cas particulièrement graves. Et il peut y avoir aussi une exigence d'assimilation portée par l'État à travers l'école, à travers la culture, à travers la loi et à travers
travers simplement l'octroi de la nationalité, aujourd'hui, qui est beaucoup trop laxiste, pour permettre d'éviter le phénomène que nous connaissons. Donc simplement dire que ça n'a rien à voir, évidemment, c'est complètement ridicule aux yeux des Français. On va parler de l'essence. Essence chère, il faudra s'y habituer, titre la dépêche de midi. Il y a une réunion ce matin, on en parlait tout à l'heure dans le journal. Le gouvernement ne veut pas faire de gestes supplémentaires. Le prix est autour de 2 litres par endroit, dépasse même les 2 litres, 2 euros pardon, le litre. Qu'est-ce qu'il faut faire de plus? Il faut mettre la pression sur les distributeurs ou il faut faire autre chose? Moi, je pense qu'il faut avoir une réponse plus structurelle sur le pouvoir d'achat, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on constate que le gouvernement fait des primes, fait des chèques de manière plus ou moins durable, avec des systèmes parfois extrêmement coûteux. Or, on devrait se poser la question de ce qu'aujourd'hui l'État prend sur les salaires, plutôt que de savoir comment il va redistribuer Oui, mais là, en partie dans ce qu'il a l'urgence, déjà là, pris. pour Non, la mais pompe. oui, mais d'accord, mais le problème c'est qu'on ne fait qu'agir dans l'urgence, c'est Ouais. bien le problème d'ailleurs, hein, et donc on n'a pas de réponse durable. Donc à un moment donné, le pouvoir d'achat, c'est d'abord de faire en sorte que l'État prenne moins dans la poche des Français. Et donc de ce point de vue-là, nous sommes partisans d'économies qui permettraient justement de soulager, j'ai envie de dire, les charges qui pèsent sur les salaires et faire en sorte que du coup les Français puissent avoir un salaire net qui se rapproche davantage du salaire brut. Et c'est ainsi qu'on redonnerait du pouvoir d'achat. Parce qu'on voit bien que ces dispositifs d'aide temporaire non seulement sont très coûteux pour l'État, mais de surcroît ont un Donc impact. vous souhaitez le gouvernement et Bruno Le Maire quand il dit qu'il ne faut pas remettre une aide supplémentaire qui va être très coûteuse? Je le soutiendrais s'il avait cette réponse structurelle et durable, mais pour ça, il faudrait qu'il ait le courage de faire un certain nombre d'économies sur la suradministration, sur des corporatismes qui se maintiennent, je ne sais pas, comme le régime par exemple des intermittents du spectacle, qui coûte une fortune. Il faudrait qu'on se pose la question aussi de savoir quelles sont les dérives aujourd'hui d'un État social qui coûte 32% du PIB. C'est un record mondial. J'entends, Marion Maréchal, ça c'est un programme à long terme, mais ça ne règle pas le problème des téléspectateurs qui nous regardent, qui vont mettre un plein qui va leur coûter 80 ou 100 euros ce matin. Je suis désolée, mais en fait, ça fait 6 ans maintenant, et 2 ans en particulier, qu'on parle tous les 2 jours de dispositifs temporaires. Après 6 ans d'exercice du mandat, on attendrait comme du président de la République qu'on ait justement une réponse durable. On va parler un peu des européennes quand même, parce que vous êtes tête de liste Reconquête, donc le parti d'Éric Zemmour, pour les élections du 9 juin prochain. À droite de la droite, la campagne est lancée, que ce soit chez vous ou au RN. Qu'est-ce qui distingue votre liste de celle de Jordan Bardella pour le Rassemblement national? Alors, beaucoup de choses, parce qu'en réalité, aujourd'hui, lorsque moi j'ai rejoint Éric Zemmour et Reconquête, je l'ai fait pour une ligne singulière qui cumule à la fois, bien sûr, la défense de l'identité et de notre culture, qui cumule aussi une certaine vision économique, qui ne se confond pas avec celle du Rassemblement national. Je viens de vous en esquisser l'un des traits, mais évidemment, la défense de la valeur travail face à l'assistanat notamment, et la volonté d'une véritable discipline budgétaire, qui est un gage de souveraineté, une lutte également offensive. C'est un parti qui aujourd'hui plaide pour l'assistanat économiquement. Ils s'en défendront eux-mêmes, mais c'est évidemment un parti qui a une vision plus étatiste, et c'est son droit. Et puis on va dire, un engagement très fort aussi contre les dérives aujourd'hui que nous connaissons, liées au wokisme ou à la propagande LGBT dans les écoles. Et c'est finalement le cumul de tout cela qui fait notre singularité. Et j'ai envie aussi de dire, pardon, c'est important, parce que je crois que ça nous distingue véritablement, la défense de l'alliance des droites, qui partout permet aux partis proches de nous d'arriver aux affaires. L'alliance. Dimanche sur François, Jordan Bardella a dit qu'il ne désespérait pas de vous faire rentrer au bercail. Écoutez Jordan Bardella. Je pense que le temps viendra où il faudra se rassembler. Et je vais vous dire, je ne désespère pas de voir Marion Maréchal rejoindre un jour le camp de ceux qui peuvent gagner. Vous lui répondez quoi? Alors déjà, sachez que le fondement même de notre engagement en Reconquête, c'est de défendre depuis toujours cette coalition et cette alliance des différents partis et hommes de droite. Vous dites pourquoi pas? Parlons-nous. Alors, on l'avait, souvenez-vous, défendu au moment des élections législatives. Ouais. Ça avait été refusé par le Rassemblement national et les LR à l'époque. Donc si aujourd'hui Jordan Bardella a changé d'avis et a évolué, j'ai envie de lui dire, et qu'il est prêt à travailler et à se mettre autour de la table avec des gens de LR comme par exemple, j'en sais pas, François-Xavier Bellamy, Nadine Morano, vous draguez tous LR, hein. Le RN, vous draguez tous LR, c'est l'objectif. Et autour de la table avec Reconquête, moi j'ai envie de dire que allons-y, parlons-en. Nous, on est prêts à le faire, bien sûr, parce que c'est la clé. Vous êtes prêt à avoir Jordan Bardella dans les jours qui viennent pour dire est-ce qu'on fait une liste commune? Tout à fait à disposition, comme nous l'avons d'ailleurs souhaité au moment des législatives, pour contrer l'alliance de l'extrême gauche. Une fois de plus, ça a été la clé de la victoire de tous les partis proches de nous en Europe. Donc tirons-en les conclusions. La porte est ouverte. Maintenant, à lui de nous dire ce qu'il en est clairement. On a l'impression quand même que les européennes, c'est un peu le cadet des soucis des candidats aux européennes. On a ici même, il y avait le directeur de campagne Jordan Bardella qui était là il y a une semaine, qui disait ces élections, c'est quand même un référendum anti-Macron. Éric Zemmour, lui, il veut faire un référendum sur l'immigration de ce scrutin. L'Europe, ça compte pas en fait? Non, pas du tout. Et évidemment, nous aurons 9 mois pour avoir l'occasion de développer ces sujets. C'est évidemment un sujet essentiel. Et quand Éric Zemmour dit ce sera un référendum sur l'immigration, c'est parce que justement... Vous êtes d'accord avec ça ou pas? Oui, je suis d'accord avec ça pour une raison simple, même si ça n'est pas que ça, ça va au-delà de ça, mais c'est aussi ça, parce que ce défi aujourd'hui dont je vous parlais, de l'immigration clandestine en particulier, c'est un défi national, bien sûr, qui appelle des réponses nationales, mais c'est aussi
un défi européen qui appelle des réponses européennes. Et ce qu'il faut dire aux Français, c'est que nous n'arriverons pas à les protéger de ce phénomène si nous n'avons pas aussi la capacité de répondre au niveau européen. Et c'est en cela d'ailleurs que ces européennes sont aussi très intéressantes, c'est que nous avons une opportunité historique, celle aujourd'hui de changer la majorité du Parlement européen. Puisqu'on a aujourd'hui une majorité composée par le centre, qui s'allie très souvent à la gauche, Oui, et vous espérez et les qu'il Verts. bascule plus nettement, Et on peut plus nettement avoir, à dans le droite. cas du mouvement aujourd'hui que nous connaissons dans les pays, une majorité de droite, et donc mettre en place cette politique au service des intérêts européens. Et donc ça, en cela, c'est un enjeu très important. Est-ce que vous êtes à l'aise avec Éric Zemmour? Il a 8 procès qui l'attendent d'ici 2023, notamment quand il défend Pétain. Vous êtes 100% derrière lui ou pas? Alors déjà, je constate qu'Éric Zemmour est victime d'une persécution judiciaire, je pense qu'on peut le dire comme ça. La Cour de cassation vient d'annuler sa relaxe et ordonner un nouveau procès pour contestation de Je vais crimes être très contre clair l'humanité. avec vous, je trouve que cette polémique autour de la position d'Éric Zemmour sur Pétain est non seulement ridicule, mais indécente. Voilà, quand vous connaissez l'histoire familiale d'Éric Zemmour est un homme qui vient d'une famille de juifs berbères, son oncle a été déporté, ses grands-parents... Il en joue pas du tout, il a la pudeur... Je le dis pour lui parce qu'il a la pudeur de ne jamais en parler. Ses grands-parents ont perdu la nationalité sous Vichy, il est un gaulliste fervent, vous lui accorderez ça depuis toujours. Donc honnêtement, je veux dire, si on veut parler d'antisémitisme aujourd'hui, parlons de celui de l'extrême gauche, parlons de celui des banlieues islamisées. Je pense que de cette manière-là, on parlera des vrais sujets. J'ai une dernière question plus familiale et plus personnelle. Que pense votre grand-père de votre alliement Éric Zemmour? Il votera Bardella ou il votera Marion Maréchal? Écoutez, mon grand-père, depuis le début, regarde ça avec bienveillance. Il soutient évidemment sa fille, mais il votera pour sa fille ou pour sa petite fille? Il a beaucoup d'amitié aussi pour Éric Zemmour. Ah ça, je sais pas et je ne vais pas le mettre en difficulté et lui poser cette question. On est d'abord une famille. Donc, il est en bonne santé, il va mieux? Parce qu'il avait eu des problèmes de santé. Il va beaucoup mieux, il surprend les médecins tous les jours. Voilà, il est immortel, je crois. Merci beaucoup, Mme Maréchal, d'être venue dans les 4V. Merci et bonne journée à vous. Bonne journée à vous. Jean-Marie Le Pen, c'est un homme qui a 50 ans de vie politique. Donc j'essaye d'être juste. Il y a des choses, en effet, que je ne partage pas et qui sont condamnables. Mais il y a eu aussi beaucoup. Et il a été à certains égards un visionnaire, et une fois de plus, je vous le redis, s'il avait été écouté, probablement, il y aurait moins d'actes antisémites aujourd'hui dans notre pays. Une question pour conclure sur les européennes. Vous êtes tête de liste Reconquête. On a vu les sondages très favorables à Jordan Bardella qui ici même affirme que c'est le vote utile, le RN aux européennes. Le vote utile, est-ce que ça existe, le vote utile aux européennes ? Non, ça n'existe pas pour une raison simple, c'est que c'est un scrutin proportionnel à un tour. Donc chaque voix compte. Et moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que déjà, c'est les Français qui décident de l'utilité d'un vote ou pas. Jordan Bardella a l'assurance d'être élu aux prochaines élections européennes, et très bien. Maintenant, la question se pose, c'est est-ce que Jordan Bardella va tout seul au Parlement européen ou est-ce qu'il y va avec d'autres mouvements, dont celui de Reconquête, qui viendront porter une voix complémentaire au Parlement européen pour défendre l'identité européenne et française. Et vous quel vote, vous, je crois que c'est utile. C'est un vote déjà singulier, puisque c'est un vote non seulement pour la défense de l'identité, mais aussi pour la défense d'une vision économique qui n'est pas celle du RN, je le rappelle quand même, probablement moins étatiste, plus tourné vers le travail et moins vers l'assistanat. Un vote également contre la propagande woke et LGBT, et puis aussi un vote pour justement la défense de cette union des droites, de cette idée majoritaire à droite, et que nous sommes pour l'instant les seuls à porter, mais dont je ne doute pas que les élections européennes permettront peut-être demain, justement, si Reconquête fait un bon score, d'aboutir, je l'espère, dans les années à venir. Merci Marion Maréchal, c'était votre grande interview ce matin. Bonjour Marion Maréchal, merci d'être avec nous en direct sur BFM TV ce matin. Vous êtes vice-présidente de Reconquête et tête de liste du parti d'Éric Zemmour aux élections européennes. Vous êtes arrivée hier soir à Lampedusa. Je me posais une question très simple pour commencer. Est-ce que ce que vous avez vu sur place, est-ce que la réalité humanitaire, au fond, change votre regard sur ces gens qui ont traversé la Méditerranée au péril de leur vie? Les images sont impressionnantes et douloureuses, je ne vais pas vous mentir. Évidemment, il y a aujourd'hui plus de clandestins sur l'île que d'habitants, principalement des jeunes hommes, de ce que j'ai vu. Et ça confirme, au contraire, ce que je crois, qu'il est irresponsable, j'ai même envie de dire immoral, de pousser toutes ces personnes à traverser la Méditerranée au péril de leur vie, pour leur promettre un Eldorado qui n'existe plus, pour leur promettre des conditions d'accueil que nous ne sommes pas capables aujourd'hui de leur apporter. On voit bien ici, les services italiens sont complètement débordés. Il y a vraiment une forme de chaos, et donc c'est vrai que évidemment humainement ça fait mal au cœur, mais cette situation humanitaire, elle est au contraire le résultat d'une politique migratoire complètement déraisonnable. Oui.